Bon dimanche, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir et il a accepté d'être avec nous malgré ses multiples occupations. Il est membre de la conférence des présidents des regroupements du FCC. Il est président de son regroupement, le NOJEC. Et NOJEC, ça veut dire d'ailleurs la nouvelle donc c'est la NOJEC. Voilà. Voilà, il est président okay, de la NOJEC. Donc, il est avocat, il est juriste. Je reçois pour vous Maître Constant Moutamba. Très heureuse donc de vous recevoir, Maître Constant. Merci, madame. Je ne peux ne pas, en tout cas, relater ces faits-là. Je sais que nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. La dernière fois que je vous ai reçu ici sur ce plateau, c'était pendant la campagne présidentielle. Et en tout cas, quelques fractions de secondes de mon émission, quelques minutes de mon émission ont été tweetées, retweetées, facebookées, instagrammées, là où vous parlez du chef de l'État en des termes que beaucoup ont jugé pas très bien, qui ont jugé un peu condescendant par rapport au chef de l'État actuel. Le chef de l'État a été élu président de la République et vous avez réagi, vous vous êtes excusé. Comment vous sentez? Vous étiez sûr que Fachi n'allait pas être chef de l'État? C'est pour ça, à cette époque, vous étiez aussi chaud? Bon, tout d'abord, madame, je tiens à saluer les téléspectateurs de Congo Web TV, ainsi que cette invitation que vous m'accordez pour la 1e fois. Vous savez, la campagne électorale est une période par nature des grandes fissures sociales et politiques, des grands déchirements, où par moments tous les excès sont permis. Période de grande passion aussi. De grande passion. Parce que là, il s'agit de la conquête du pouvoir. Et on ne se fait pas de cadeaux. Ce qui fait, naturellement, qu'à l'époque, vous vous souviendrez que nous avons porté la candidature de l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari à la présidentielle. Et nous avions l'obligation partant de le soutenir jusqu'au bout. Je pense que mes propos avaient été sortis de son contexte. Et lorsque j'ai parlé du président Félix Antoine Tshisekedi, tout d'abord que j'apprécie bien, c'est un homme dynamique, courageux et ambitieux. Pendant cette période, nous ne partageons pas la même vision, nous ne partagegeons pas le même projet. Aujourd'hui, vous êtes en coalition, donc même le chef de l'État a demandé au gouvernement qu'il a reçu d'être d'ailleurs le chef de l'État de la compagnie. Et lorsque je me suis rendu compte par la suite que mes propos avaient heurté certaines sensibilités, non pas parce que ils avaient été tenus dans le but de nuire à la personne du président Félix Tshisekedi, mais plutôt simplement parce que certains ont peur de me voir entrer au gouvernement. Vous savez que le principe a été levé, c'est celui de renouveler la classe politique. Et c'est la lutte que nous avons amorcée depuis des années. C'est même ça, les credos de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Maintenant que le président honoraire Joseph Kabila, le président actuel Félix Tshisekedi se sont mis d'accord sur ce principe qu'il faut, dans une certaine mesure, donner la possibilité aux nouveaux visages, mais aussi avec de nouveaux usages pour gouverner la République. Vous conviendrez avec moi que nous sommes aujourd'hui, avec toute humilité, le plus jeune sociétaire du bureau politique du FCC. Et donc tout naturellement, nous avons aussi des chances, pourquoi pas, de bénéficier de la grâce aussi bien de notre autorité morale Joseph Kabila que du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous avez tenu un meeting... Nous avions en ce moment-là, par éducation, l'obligation de nous excuser. Nous avions présenté nos excuses non seulement au président de la République, mais aussi et surtout à tous ceux qui se seraient sentis lésés par notre agir politique pendant la période de campagne. La campagne est terminée, donc nous passons à autre chose. C'est vrai, vous avez tenu votre meeting le samedi dernier et beaucoup de gens, vous avez fait appel. Je l'ai suivi personnellement, je l'ai retweeté d'ailleurs. Vous avez écrit aux membres de l'UDPS de venir aussi à ce meeting. Beaucoup ont dit niet. D'ailleurs, j'ai suivi la réponse de Ted. En fait, son nom m'échappe, pas les aux fautes.
avec le direct, son nom m'échappe, mais j'ai son prénom, c'est Ted, qui a dit un non catégorique. Il n'a pas voulu que les membres de l'UDPS répondent à votre meeting. Que s'est-il passé? Est-ce que vous vous accrochez à l'UDPS parce qu'ils font les plaintes des balobabo, ça leur va plaindre? Vous voulez t'accrocher aux membres de l'UDPS? Je pense que le discours de Constant Mutamba ainsi que de Nojek accroche aujourd'hui la jeunesse. Ce qui fait naturellement que Nojek soit aujourd'hui considéré comme un mouvement de référence de la jeunesse dans l'optique du renouvellement de la classe politique. Vous savez, la vocation d'un parti politique, c'est aussi la divergence de vues. J'avais adressé individuellement des invitations à mes amis. Vous savez, nous avons longtemps milité. Moi, j'étais un très grand combattant de l'UDPS, peut-être avant les jeunes qui sont là aujourd'hui. Donc, moi, j'ai donné de mon sang. Non, je me rappelle que vous avez été à un moment sérieusement tabassé. Séquestré, plusieurs fois arrêté pour la cause du respect de la Constitution, pour la cause de l'alternance démocratique. Et aujourd'hui, nous sommes les héros vivants, bien que les gens ne veuillent pas en parler. Et il est de bon aloi. Il est tout autant naturel qu'en adressant des invitations aux uns que les autres se sentent frustrés. Et donc, cherchent naturellement à pouvoir diaboliser l'initiative au-delà de sa noblesse. Parce qu'il faut dire que nous sommes aujourd'hui en coalition, UDPS et FCC. Et donc, je ne vois pas de mal que nous, jeunes, par exemple, aussi bien de Nojek que de l'UDPS, nous puissions nous associer. La Ligue des jeunes, par exemple, pour des actions communes en vue de consolider cette coalition. Pour autant que nos aînés le font. C'est ça le mal de la jeunesse. Merci. Donc, nous dénonçons plutôt cette culture de haine invétérée qui semble malheureusement s'incruster dans la jeunesse tout à fait congolaise et ce qui nous fragilise. Nous prenons le tout premier thème, nous sortons un peu de ce dossier de politique, nous allons un peu dans le social, dans les... Parce que moi, je le dis toujours, l'éducation, c'est le secteur clé, d'ailleurs le cœur même d'une nation. Nous allons parler des ex-États 2018-2019 qui ont déjà commencé, les préliminaires ont déjà commencé. Et nous allons un peu parler de nous jeter un tout petit peu des fleurs. Ça ne vient pas tous les jours. Nous allons parler un peu de cette remise de prix décernée à notre consoeur et sœur Élisée Audia. La délégation conduite par les ministres ad interim de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a fait la ronde de quelques centres de Kinshasa, notamment l'Institut de la Gombe et l'école Saint-Raphaël. Partout où il est passé, Emery Okunji n'avait qu'un seul message venant du chef de l'État, celui d'encouragement. Nous vous encourageons, le président de la République, chef de l'État, c'est de quoi vous êtes capable, n'est-ce pas? Et vous envoyez un message clair. Prenez votre temps, travaillez, il connaît que vous êtes très intelligent. Il compte sur vous, parce que l'avenir de notre pays se vaut. Les numéros 1 de l'EPSP constatent tout de même que ces épreuves se déroulent bien sur tous les plans. Les épreuves se passent normalement sur les plans matériels, sur les plans techniques et sécuritaires. Emery Okunji signale par ailleurs que certains coins du pays, dont Beni, Butembo et Kasongo-Lunda, auront une session spéciale. Il y a seulement, sur l'étendue du territoire national, seulement les centres de Beni et de Butembo qui, sur demande de la base, passeront un examen, une session spéciale. Je crois que ça se passera le 17 et le 22 mai de ce mois. Ajoutez aussi à cela Kasongo-Lunda qui n'a pas pu tenir cette preuve hors session aujourd'hui. Cela est dû à une catastrophe naturelle. Il s'y est de noter que l'édition 2019 a tenu compte de la parité, a indiqué le ministre ad interim de l'EPSP. Emery Okunji espère voir les 100% être au rendez-vous lors de la publication des résultats de l'Exeta 2018-2019. Au cours de cette manifestation, l'UNPC, organisatrice du prix Chipumpu 16e édition, a remis des prix à 3 journalistes qui se sont distingués par leur travail.
Parmi les lauréats figure Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision. Dans son discours, le président de l'UNPC a invité les autres journalistes à se faire aussi valoriser par leur travail. Mobilisez-vous et réalisez des interviews, des enquêtes, des magazines. Que tout le mois de mai, les gens sentent que la presse existe. Et je pense que c'est de cette manière que nous pouvons nous revaloriser, que nous pouvons nous faire respecter. Ému de joie, Élisée Odia n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'endroit des organisateurs pour les choix portés sur elle. Elle dédie ce prix au patron de Congo Web Télévision, Chabani Record, à ses collègues, à sa famille, mais aussi aux amis et connaissances. Je dédie ce prix à mon père. Ça fait exactement 20 ans qu'il est décédé et je pense que là où il est fier de sa fille. Je remercie les pères de l'UNPC quand elle est chez. Courage. Je remercie les pères de l'UNPC d'avoir pensé à moi pour ce prix. Que je dédie également à toute la rédaction de Congo Web. À Fédric. Que c'est jusqu'à présent, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. À Fédric. Et je dis merci à tout le monde, merci à mon PDG, Gabriel Chabani, Gilbert Miladi. Je dis merci à Seth Sosek, Israël Moutala, Ivo Coach, depuis 2016. Bon, merci à lui. Merci à toute la corporation. Caméraman, Au-delà de cette gratitude, je crois que ce prix nous demande implique beaucoup de responsabilités. Élisée Odia promet en outre d'exceller encore dans l'exercice de son travail. Félicitations donc à toi, Élisée Odia, que moi j'appelle affectueusement Petit Piment, Piment au bouquier. Ne suivez pas sa petite taille, c'est vraiment une intelligence concentrée, j'ose le dire, parce qu'elle a une plume aiguisée, elle est d'une intelligence sans faille. Alors, est-ce que vous connaissez personnellement Élisée Odia, notamment? Je la suis à la télé, comme tous les journalistes. J'apprécie bien sa manière d'aborder les informations. Et, plusieurs fois, elle m'a reçu sur son plateau. Évidemment, le travail était professionnel. Elle fait son boulot avec beaucoup de minutie, beaucoup de tact, beaucoup d'élégance et beaucoup de professionnalisme, ce que nous apprécions. Vraiment, elle a dédié ce prix à son père, en tout cas, c'est la va de soi. Elle a dédié aussi à Gabriel Chabani, PDG de Congo Web Télévision. Moi, je l'ai dit souvent, c'est grâce à Congo Web Télévision que nous avons cette liberté de ton, et j'ose le dire ouvertement, il n'y a pas de chaîne qui nous laisse cette liberté d'exercer notre travail. Elle a remercié aussi sur cette point CD d'Israël Moutala, vraiment un des grands médias dans le net. Vous connaissez sur cette point CD? Oui, tout à fait. Israël était un ami, donc depuis qu'il avait commencé avec Maïk Moukebaï, nous avions travaillé ensemble. Je crois que c'était vers 2008-2009 par là, quand il traitait certaines de mes informations politiques. Et j'étais très heureux d'apprendre qu'il avait créé son site d'information qui réussit. Qui cartonne vraiment dans... C'est une porte d'ouverture, comme on dit, un portail pour la RDC, vraiment un grand portail. Lorsque nous suivons la RFI, très souvent on fait référence à cette sur cette procédure. Chapeau bas, je pense que Élisée Odia le mérite parce que naturellement elle est bien encadrée par des grands médias, Congo Web TV. Et c'est sur cette procédure. Merci aussi à la rédaction de Congo Web Télévision qui abat aussi un travail de titan. Mais nous allons maintenant prendre aussi un autre chapitre, c'est les examens d'État. Les hors-sessions ont déjà commencé, Constant Moutamba, mais nous avons suivi le ministre d'intérim qui a parlé du fait que la session ne s'est pas tenue à Béni, à Butembo et à Kasongolunda. D'ailleurs, nous présentons nos condoléances à ces familles parce qu'il y a eu quelques élèves qui ont été foudroyés à Kasongolunda. Pour vous,
doit-on laisser ce même système des examens d'État? Parce que j'ai suivi Steve Mbikaï, l'ancien ministre de l'FSP, qui veut qu'on modernise un peu, qu'on relook un peu les examens d'État. Pour vous, doit-on laisser le même schéma des examens d'État où les écoles doivent organiser, où on doit faire une petite mutation pour les examens d'État? Ben, vous savez que la question de l'éducation nationale en RDC a toujours été perçue par nos jeunes comme une question fondamentalement essentielle qui appelle à des réformes majeures, abyssales. Il faut qu'on réforme l'éducation, le système... Les systèmes éducatifs en soi, parce que les élèves eux-mêmes qui arrivent à ce niveau de preuve ne reflètent pas, vous savez, les années d'école passées sur le banc de l'école. À peine un élève de 6e année sait vous faire une dissertation en bon français. À peine un élève c'est vous calculer. À peine un élève c'est ne fût-ce que vous citez les 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa bien sûr, de la République démocratique du Congo. Et donc les élèves sont acculturés. Les élèves ne sont pas formés, non pas de leur faute, mais je crois que les causes sont kaléidoscopiques, qui appellent naturellement à des réponses aussi bien kaléidoscopiques. C'est un cercle vicieux, Constant Moutamba, les professeurs sont mal payés, ça démotive et tout ça. Donc il faut que ça commence en aval. Ça commence en aval déjà au niveau de la famille. Vous comprenez que combien d'élèves lisent-ils un livre, par exemple, à la maison, dans la famille? Dans la famille. Moi, j'en connais pas trop d'élèves qui sont cultivés. Au-delà de ça, il y a aussi un problème d'instruction, madame. Vous savez qu'il y a tellement inversion des valeurs aujourd'hui qu'un enfant qui insulterait un adulte trouverait ça comme un acte de bravoure. Et au vu dessus de tous, serait même applaudi, acclamé. Lorsque moi j'ai présenté des excuses au président de la République, à tous ceux qui se seraient sentis lésés par moi politique, tout le monde s'en était étonné. Mais pourquoi ça dit en gros? Pourquoi tu as agi de la sorte? Mais pendant la campagne, non. Je crois que c'est aussi les valeurs que j'ai acquises au niveau de la base. Donc l'éducation est un processus. Tout doit commencer d'abord par la maison, par la famille. Et l'école reprend. Et en reprenant, il faut une rigueur. Mais lorsque un enfant d'école maternelle sait déjà que pour réussir, il faut soudoyer. Il faut un pot de vin, il faut mboter à son enseignante ou à sa maîtresse. C'est extrêmement grave. Alors, ce qui fait que, à l'époque, madame, j'arrive à l'UPC, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, je reviens rapidement du collège Maélé. Vous savez, collège Maélé, c'est où à Kisangani, les collèges Sacré-Cœur. Vous savez, les écoles catholiques, surtout les lycées et les collèges, souvent, il n'y a pas assez d'élèves. Surtout pas en 6e parce que c'est vraiment le toilettage. Quand j'arrive, à l'époque, j'avais initié l'association de lutte contre la tricherie, ALT, qui continue à fond jusqu'aujourd'hui, a même un prix au collège et puis dans d'autres écoles qui sont gagnées. Parce que j'estimais que les résultats que les élèves obtiennent ne sont pas les leurs. Ne reflètent pas la vérité. Pas des yeux, mais là. Intellectuelle. La vérité intellectuelle. Parce qu'on a souvent tendance à recourir à la triche, aux notes, etc., la collaboration, comme on dit, pour réussir. J'ai dû à l'époque faire comprendre à mes congénères qu'il était possible de dégager toute son énergie intellectuelle et de se découvrir. Sans recourir à la triche. Tout à fait, sans recourir à la tricherie, de se découvrir, le connais-toi toi-même, de Socrate. Et je pense que ça avait marché. Et quand j'arrive à l'UPC, c'était les thèses d'admission. D'abord, c'est plein d'élèves, nouveaux étudiants. Moi, je suis surpris que bon, il faut collaborer pour réussir. Non, mais donne-moi telle réponse, telle réponse. Moi, j'étais scandalisé. Des causes comme ça qu'à l'université, on m'appelait à Kabaka la réponse, etc. Mais ça ne m'a jamais empêché de distinguer à l'université. Pourquoi? Parce que je m'étais simplement fait découvrir et puis je me suis découvert moi-même. Et j'ai déployé tout ce que j'avais. Je me dis aujourd'hui très content de cette attitude parce que lorsque je vois les notes, lorsque je vois les écritures, même la manière d'articuler les raisonnements de certains
de certains collègues, de certains collaborateurs, pourquoi pas, j'en meurs. Ça vous étonne, guère. Donc c'est très fondamental. Donc 80%, comme je le disais, d'élèves aujourd'hui ne savent ni écrire ni parler correctement. Et donc il suffit d'entrer sur les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux etc., sociaux, sans les... Et vous comprenez visiblement le niveau. Et donc, ne nous étonnons pas justement du nivellement de la République démocratique du Congo. Vers le bas, cela est parti en fait de l'éducation, le niveau éducatif. Donc, quand vous tuez l'éducation, vous tuez l'âme de tout un pays, vous tuez l'avenir de tout un pays en fait. Mais il y a un grand philosophe qui disait, si tu veux détruire une nation, mais tu n'as pas besoin de pouvoir d'armes, tout ça. Les gens. Tu l'éducation, tout simplement. L'éducation. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes à l'université. Il vous suffit d'être très rigoureux comme nous le sommes à l'UPC par exemple. Mais tous les étudiants vont vous prendre pour les diables. Et des enseignants se complaisent maintenant de pouvoir recourir aux pratiques peu recommandables pour pouvoir se faire... Nous restons toujours dans ce domaine du social. Nous allons parler encore de nous. Permettez-nous en tout cas cette semaine, c'était la journée internationale de la presse. Et fait important, c'était la première fois qu'un président de la République, en tout cas, se joigne à la presse pour commémorer cela. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était avec la presse à l'hôtel Béatrice et plusieurs recommandations ont été en tout cas sorties lors de cette journée, comme en tout cas tout faire pour que le social du journaliste soit revu vraiment à la hausse. Et nous allons parler aussi d'un documentaire sur Yumbi. Yumbi, on en parle, les médias internationaux en parlent, Yumbi. Nous allons en savoir un tout petit peu, creuser encore, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Yumbi dans le Grand Bandundu. À travers ce film documentaire, le réalisateur a voulu aller au-delà des événements qui ont marqué Yumbi en novembre dernier. Des hauts voix dits d'interquinois a démontré que le mal est profond et cela remonte à plusieurs années, mais que tout tourne autour des conflits fonciers entre différentes communautés occupant cet espace de la province de Mai-Ndombe. Contrairement à ce qu'on a appris, le conflit de Yumbi est plus ancien. Il s'agit d'un conflit interethnique qui oppose d'un côté les Banonous et de l'autre côté ses voisins, notamment les Batende, les Basakata, les Basengele, les Bampama, les Baboma et les Bateke. La guerre de rouge au-delà de Yumbi ne pointe personne de doigt et se veut un film interpellateur sur le danger qui guette la population de ce coin si rien n'est fait. D'où cette série de recommandations. D'organiser des paillotes communautaires, d'organiser après des tribunaux communautaires et des exercices de pardon. Nous demandons également à la population locale de réorganiser des échanges commerciaux entre communautés, puisque je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, chaque partie de la communauté est entre guillemets spécialiste dans ce qu'elle fournit et dans ce qu'elle exploite. Les Nounous sont plus pêcheurs et les autres ethnies et communautés sont plus attachées à la terre. Et c'est cet échange commercial, ce troc, qui a permis à ce qu'ils puissent vivre ensemble, tant bien que mal, toutes ces décennies. Le réalisateur de ce documentaire ainsi que ses partenaires en appellent aussi au chef de l'État pour rétablir l'autorité de l'État en renforçant notamment la présence des forces de l'ordre, mais aussi à clarifier le statut de chaque ethnie, ce en se référant aux archives administratives ayant trait au découpage et à l'organisation territoriale des ethnies qui y vivent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, présent à cette manifestation marquant la journée mondiale de la liberté de la presse, a déclaré vouloir être aux côtés des journalistes. Dieu seul sait combien le travail dur pour honorer leur métier, leur noble métier. Mais en tant que responsable numéro 1 de ce pays, je me dois d'être à leur côté. Le chef de l'État congolais a promis d'être celui qui favorisera la liberté de la presse et celui qui consacrera la presse comme un véritable quatrième pouvoir. J'ai promis lors de mon
accession au pouvoir, d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, mais également qui consacrera la presse comme un véritable quatrième pouvoir. Qu'est-ce que nous entendons par là? Le premier citoyen congolais a également rappelé aux journalistes l'importance de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de leur métier. Il leur a demandé en outre de ne pas être de médias qui sèment la confusion. Rappelons que cette journée de la liberté de la presse a été placée cette année en RDC sous le thème « Médias comme quatrième pouvoir, quel type de journalisme ?» Constant Moutamba, est-ce que la presse congolaise vous accompagne dans votre travail? Est-ce que la presse fait vraiment réellement bien son travail ici en République démocratique? Ben, il faut dire que nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à la presse congolaise et surtout la nouvelle génération de la presse qui nous accompagne au-delà des difficultés matérielles qu'ils éprouvent. Et je pense que, au-delà de certains égarements, parce que ce que nous déplorons aussi en même temps, c'est qu'il y a une nouvelle génération de la presse qui ne se forme pas suffisamment. Vous savez, j'ai toujours pleuré jusqu'aujourd'hui les journalistes qui animaient entre guillemets. Vous n'avez pas un vide, j'espère, hein? Non. Je dis, vous n'avez pas un vide, j'espère, parce que vous commencez à trop réfléchir. Non, pas du tout. Je suis en train de penser à son nom, va sûrement revenir. Vous savez, qui était formidable avant de monter sur son plateau. Pour vous, comme nous avons mis l'accent sur l'éducation. Oui. Donc pour vous, vous avez l'impression que plus les années passent aussi, plus la presse aussi, la qualité est en train de diminuer selon vous? La presse des années 60, 70, 80, 90, 2000, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est du tout pas la même chose. Vous savez déjà que, puisque l'éducation est pratiquement dans sa pourriture, cela entraîne des conséquences très négatives sur pratiquement tous les secteurs de la vie sociale, y compris. La presse n'est pas épargnée dans tout ça. Pas du tout épargnée. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui retrouver des Kibambi. Je suis désolé. Je sais pas. Vous n'allez pas retrouver aujourd'hui, même vous, votre génération est en train de partir. Est-ce que les jeunes dames après vous comprennent que vous avez beaucoup travaillé pour y parvenir? Je vous connais à Congo depuis des années. Donc vous avez pris le temps, dans la patience, à vous travailler avant de pouvoir être aujourd'hui Paulette Kimontou, apprécié par tous, les Élodiens et autres. Ça, beaucoup de jeunes... par tous, par quelques-uns, ça arrive aussi. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Des nouvelles générations, vous savez, ne veulent pas, par moment, traiter la bonne information. Ils le refusent. Et aujourd'hui, nous parlons, vous êtes politique aussi, Constant Moutamba, deux fois. On vous accuse, vous, les politiques aussi, d'instrumentaliser cette presse-là. C'est vrai que vous connaissez les conditions dans lesquelles vive la presse. Constant Moutamba, par exemple, je ne dis pas que c'est vrai, va prendre $1000, il donne à Paulette Kimontou, et Paulette Kimontou ne peut traiter l'information qu'en faveur de Constant Moutamba. Chaque fois que Constant Moutamba fera quelque chose de mal, Paulette Kimontou a une corde au cou, elle ne peut pas dire du mal de Constant Moutamba. Vous êtes en train, avec votre argent, les politiques de l'autre côté, d'instrumentaliser la presse. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans l'espace médiatique congolais, il y a cette scission. Comme il y a la scission des politiques aujourd'hui, dans la presse congolaise, il y a aussi cette scission fictive ou pas, mais on a l'impression qu'il y a des gens, surtout pendant la campagne, c'est vrai que la campagne est terminée, mais pendant la campagne, on avait vraiment l'impression qu'il y avait la presse de Fachi, la presse de Chadari, la presse de Fayoulou, donc... quelle est votre part de responsabilité dans l'instrumentalisation de la presse congolaise? On nous le reproche, nous, de travailler pour vous. La part de responsabilité des politiques est énorme dans la destruction et la descente aux enfers de la République en tant que patrimoine commun. Ça, je dois le dire. C'est nous qui avons habitué
à la population que lorsqu'on tient de meeting, il faut 10 000 francs, il faut 1 000 francs, il faut 2 000 francs de transport par la suite, etc. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. C'est nous aussi qui avons habitué à la presse ce système de coupage. Où par moment, quelqu'un t'invite sur son plateau, un peu comme aujourd'hui, mais à la suite des émissions ou des interviews, il vous conditionne impérativement de l'argent. Et quand vous ne lui donnez pas, ils vous ont fait un objet de chantage à longueur de journée, des articles qui vont fuser, et un peu comme il n'y a pas très longtemps, mon meeting de INCA, je paye la presse que j'ai invitée, et l'autre, j'ai demandé diffusé de revenir pour pouvoir payer, mais j'ai vu des articles dans tout le sens. Et après, on s'excuse quand on... Et donc, bref, c'est la presse elle-même aussi, et les journalistes eux-mêmes qui se chosifient. Et souvent, c'est à coût de 10 000 francs, à coût de 20 000 francs, les 30 000, etc. Mais il y a ce phénomène que vous qualifiez de presse, je ne sais pas moi, militante. Les journalistes engagés, la presse patriotique, la presse, tout ça. Ça, c'est malhonnête. C'est justement ça, les vrais problèmes. Et on a compris la psychologie des Quinois. Certains journalistes ont compris cela et finalement recours à des pratiques non professionnelles pour pouvoir... Pour se créer une certaine sympathie envers la population et puis se faire élire. La presse devient comme un canal de manipulation de la population pour pouvoir se retrouver accéder à des fonctions politiques. Et ça, c'est malhonnête. Ça, j'interpelle en même temps les professionnels des médias et la population. Et lorsque vous faites correctement votre travail, comme Paulette Kimontou et tant d'autres, vous faites l'objet d'autant de menaces, de critiques de la part de ceux qui galvaudent pratiquement le sens de la presse congolaise. Ce que je souhaiterais, c'est qu'en réalité, nous retrouvions face à cette presse d'antan. Cette presse qui reflète réellement et respecte les règles de la déontologie, donc les règles de l'art. Évidemment, il ne manque pas des bons éléments. Il faut dire, j'ai parlé d'Israël Ntala, même les Stani Boujakera, coucou à toi, qui a flash, Stani Boujakera ne veut pas travailler dans la presse présidentielle, c'est un flash. Donc, voilà, la liste est sortie avec 55 membres des agents de la presse présidentielle ce dimanche. Stani a décliné l'offre. C'est déjà une vertu. C'est déjà une vertu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire son travail en toute objectivité, sans avoir qu'un carcan sur la tête. Sur quoi je voudrais insister aussi, et que vous puissiez essayer de faire les états généraux de la presse. Ça, l'appel est lancé à l'UNPC. Tout à fait, ça n'existe pas. La Songo Chilunde, l'état général de la presse. Tout le monde est journaliste. Surtout dans le net, surtout dans le net. Tout le monde devient journaliste, tout le monde rançonne au nom de cette corporation noble qui est le journalisme, et tout le monde pense, par exemple, à insulter l'autre pour pouvoir, au nom du journalisme. Donc quand on est journaliste, on pense qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Même l'esprit de confrérie n'existe plus dans la presse. Un confrère qui ose insulter un autre confrère, une consoeur qui ose insulter notre consoeur. Cet esprit est en train de mourir aussi dans la presse. Une fois, j'ai remarqué qu'il n'y a même plus de respect envers les aînés dans la presse. J'avais un point de presse et j'étais surpris, scandalisé, de voir que les jeunes journalistes ne pouvaient pas céder la place aux aînés qui étaient venus légèrement en retard. Et moi, j'étais estomaqué parce que nous, avocats, dans notre corporation, il y a ce qu'on appelle les devoirs de préséance. C'est quand vous voyez un aîné, une aînée. Ça veut dire celui qui a prêté serment avant vous, qu'il soit moins âgé ou plus âgé, il est préséant. Vous avez donc ce qu'on appelle les devoirs de déférence. Vous devez vous lever et lui laisser la place. Ça, j'ai remarqué par exemple dans notre presse, c'est quelqu'un qui écrit 2-3 articles
il se croit déjà arrivé et qui insulte les autres. Et qui insulte les autres. Il se compare tout de suite à Jean-Marie Kassamba, il se compare tout de suite à Kibambi Chitwa ou à Chantal Kanimou. Non, moi je crois que c'est un processus. Et donc la patience manque aussi un tout petit peu à nos jeunes, à ceux qui veulent. Élisée Odia qui a reçu son prix, je crois que Élisée Odia s'est battu pendant des années pour aujourd'hui avoir ce prix. Je crois qu'elle le mérite amplement après. Donc, essayer dans une certaine mesure de corser la déontologie de la presse et pourquoi pas le faire accompagner de certaines mesures coercitives. Kassongo Tchulinde, le message vous est vraiment adressé. Nettoyez-nous un peu la presse pour que Yumbi. On en parle, Yumbi, c'est vrai. La mauvaise image de Yumbi, qu'est-ce que c'est? Vous avez suivi ce compatriote, il a dit que ça remonte depuis plusieurs années et il a fallu que ça étincelle pour que ça barde à Yumbi. Et pour vous, la cohabitation entre plusieurs tribus, est-ce possible encore en République démocratique du Congo? Encore là, puisque là, déjà, on va en parler, déjà entre, c'est pas que nous sommes tribalistes, c'est pas que nous sommes régionalistes, tout ça, mais cette tension entre le Louba et comment faire pour désamorcer cette crise aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quand vous critiquez par exemple Fachi, on vous traite de panguiste, de celui qui est du Bandundu. Quand vous critiquez Fayoul, on dit que vous êtes Louba, vous soutenez le chef de l'État. Comment casser cette fièvre-là de tribalisme qui refait vraiment surface en République démocratique du Congo? C'est un problème de la définition de l'identité congolaise. Qui suis-je? Est-ce que nous sommes parvenus au niveau de l'école? Je reviens sur l'éducation. À enseigner à l'élève de l'école primaire, école secondaire, humanité, voire l'université, c'est que ça veut dire être congolais. Non. Même vous, si je vous pose la question, madame, pourquoi êtes-vous congolais? Vous ne savez pas. Vous êtes né, vous vous retrouvez sur le sol congolais, vous dites non, mes parents étaient congolais. Point barre. Et après, on descend, on dit les parents étaient en même temps Louba et vous étiez Congo, etc. C'est tout ce qu'on nous a enseigné jusqu'aujourd'hui. Il y a donc un sérieux problème de la redéfinition de l'identité. Sommes-nous en mesure aujourd'hui de parler de la nation congolaise, cette volonté de vivre ensemble, parce que peut-être qu'on avait partagé aussi un passé commun. Ça n'existe pas encore. Et c'est la responsabilité de nous. Vous les politiques, vous tirez les ficelles aussi, vous jouez sur cette corde sensible. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, du tribalisme, des tribus. J'ai des oncles, j'ai de familles qui étaient massacrés au Katanga simplement pour avoir été Kassaï. Dans les années 90? Dans les années 90. Et quand vous rentrez dans le Kassaï, assez régulièrement quand on y entre, mais c'est énorme. Vous allez vous rendre compte des séquelles que ce phénomène de haine tribale a laissé, a engendré dans le cœur de gens. Dans la psycho collective des Kassaïens en général. Mais malheureusement, ça rebondit. Ici à Tchangou, les Kassaïens souffrent sérieusement. Et d'ailleurs, j'en profite pour mettre en garde. Systématiquement, c'est très urgent parce que j'ai suivi, on va sûrement on parlait par rapport à la plainte contre Fayoul. On dit non, voilà, Fayoul va quand même aller se présenter. En fait, en réalité, c'est pour renforcer cette, je veux dire, cette considération de haine ethnique. Parce que lorsque Fayoul va sortir, naturellement, certains originaires de Bandundu vont pouvoir l'accompagner et rassurez-vous. Ça ne sera pas forcément ceux du Bandundu. Il ne faut pas aussi limiter Fayoulou à... Nous avons un problème d'identité. Écoutez, moi j'ai été dans le Kasaï, je suis Kassaïen. Fayoulou n'a jamais été élu au Kasaï. Mais c'est ça la sociologie. Mais vous avez même interdit de fouler le sol kassaïen, qu'on ne rentre pas dans la campagne électorale. Qui avait interdit à Fayoulou de descendre au Kasaï, qui sont les Kassaïens? Nous sommes en train de déplorer cela, madame. Cela part de la base. Cela va en fait de l'éducation. Est-ce qu'à l'université, il existe un cours qu'on appelle l'éducation civique, où l'on enseigne l'enfant congolais le sens de l'identité.
puisque aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ça n'existe pas en réalité. Nous allons continuer. Ici à Nous allons continuer. Permettez pour gagner le temps, la télé c'est le temps, nous allons continuer. Nous allons d'ailleurs entrer directement dans cette plainte contre Fayoulou, hein, parce que notre rédaction en a parlé en long et à large. Mais la plainte a été levée, comme vous le savez. Le porte-parole de la police nationale, M. Moualamputu, est passé à la RTNC pour dire que non, ça ne sera plus le lundi. C'est vraiment sine-die, la convocation est reportée sine-die, mais comme vous l'avez aussi souligné, Martin Fayoulou tient à y aller quand même lundi parce qu'il dit, selon lui, je vais vous poser cette question en tant que juriste, qui n'a pas été signifié, comment dire, légalement de cette levée de plainte. Et nous allons prendre le point de presse de Valentin Moubaké. Cette communauté internationale doit maintenant prendre ses responsabilités. En faisant quoi? En ramenant tous ces acteurs politiques qui sont dans leur giron autour d'une table dans ce que nous appelons une conférence internationale de sortie de crise. Nous sommes dans une crise de légitimité de pouvoir généralisée. Que les gens ne vous trompent pas. Nous demandons à ce que toutes les institutions illégitimes d'ailleurs soient déclarées comme telles obsolètes. Il faut que dans une période de 3 ans, on met en place une administration neutre, des institutions avec des animateurs à nommer neutres jusque dans la territoriale, organiser les élections et mettre en place un programme minimum pendant cette période-là. Et nous pensons que pour réunir ces gens-là, nous faisons appel dans un premier groupe, le groupe des gens qui ont accompagné Kabila pour crédibiliser sa parodie électorale, c'est le CACH, c'est le Lamouka, c'est le FCC. Ils vont envoyer leurs délégués. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont fustigé ce processus électoral et ils vous l'ont dit à l'époque et ils vous ont alerté pour ne pas encourager cette parodie-là. C'est la coalition que nous-mêmes nous dirigeons, c'est la coalition que le professeur Mokonda Bonza dirige, c'est la coalition des Congolais de l'étranger avec M. Damien Kalura, c'est la coalition composée du gouvernement de la diaspora de l'étranger avec Justine Kassaboubou, et c'est la coalition de la résistance organisée autour de Apareko de Honoré Ngbanda. Le groupe C, c'est la société civile, c'est le CLC, le comité laïque de coordination qui s'est illustré par cette prise de position patriotique. Et le groupe D, ce sont des personnalités qui se sont illustrées par leur prise de position sur la débâcle programmée de la RD Congo. Et là, nous avons le professeur Jean Bélé de Boston, nous avons le pasteur Ekofo, nous avons le cardinal Moussengo, nous avons le docteur Mukwege et nous avons le juge Wassenda Songo Corneille qui a fait un chou gras contre ses collègues de la Cour constitutionnelle. Constant Moutamba, question directe. Est-ce que Valentin Moubaké est-il un aigri, un haineux, un jaloux? Non, mais écoutez, je ne suis pas venu pour parler des individus. Je suis désolé, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Je réformule. Est-il constant dans ses positions? C'est un peu votre prénom, mais Valentin Moubaké est-il constant dans ses positions? Je ne suis pas venu pour parler de lui. Si vous me posez la question sur mon autorité morale, Joseph Kabila. Mais c'est ça, un fossé, il faut quand même que vous ayez une idée. Je suis désolé, là vous êtes en train de fuir mes questions, je réponds. Valentin Moubaké est-il constant dans ses positions? Je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Vous ne le savez pas. Alors comment je vais poser une question? Crise de légitimité? Il a dit. Avons-nous une crise de légitimité actuellement en RDC? Ben, ça dépend de l'approche. Et ça dépend de qui le dit. Pour nous, j'ai l'impression que Constant Moutamba ne veut plus blesser les gens. Hein. Vous êtes devenu trop sage. C'est pas bon aussi. Hein. Là, vous êtes en train de perdre votre constance. Non. Je ne vous connaissais pas comme ça. Si je vous pose une question assez claire, Valentin Moubaké est-il aigri, haineux, jaloux et tout ça? Ou est-il constant? Comment vous n'avez pas une réponse? Vous êtes devenu trop froid, quoi. L'épisode du chef de l'État vous a refroidi ou quoi? Ce n'est qu'une simple réponse. Dites oui ou non, il a gardé sa constance, c'est tout. Non, mais parce que je considère qu'il est dans sa logique. Exactement, voilà, il est constant, il est dans sa logique. Voilà, c'est une réponse. Qui n'est pas la mienne. Donc, je ne sais pas le traiter ainsi d'un crise de légitimité, est-ce que crise de légitimité, moi je pense simplement que
la démocratie à l'occidental, telle que nous sommes jusqu'ici en train de la mimer en République démocratique du Congo, a démontré ses limites. Il nous faut un compromis à l'africaine, comme l'a dit un monsieur français, un diplomate français. Il nous faut un compromis à l'africaine. Il faut refaire notre système de démocratie. Pourquoi? Parce que nous devrions l'adapter à nos mentalités. En fait, nous sommes habitués, nous, à la palabre. C'est cela la vérité. Et vous nous donnerez raison. Durant ce quinquennat, nous allons sûrement finir par une conférence, comme l'a proposé Valentin. C'est 1860. On doit casser avec ça parce que les lois existent. Vous êtes juriste. Simplement parce que les bases des démocraties ont été fausses. On nous a imposé un modèle de démocratie à la suite du dialogue intercongolais sensitif par les Blancs, par les impérialistes. Et aujourd'hui, cette démocratie, madame, y a-t-il pas de développement en Chine? La Chine, je pense qu'aujourd'hui, devient de plus en plus la première économie mondiale. Elle est déjà, selon certaines sources. Selon certaines sources, elle est même déjà la première économie mondiale. Mais avec quelle démocratie? Que voulons-nous? C'est ce que je dis, quelle est l'identité du Congolais? Mais en même temps... Il nous faut un guide éclairé, c'est ça en Afrique? Non, pour les Africains, il nous faut un guide éclairé. Je pense que Nogec va initier une pétition, ça c'est une information en semaine, pour pouvoir parvenir carrément au changement de la Constitution, si pas à sa révision. Sincèrement, ce n'est pas la faute à Valentin Moubaké, c'est la faute au système de démocratie tel que perçu et imposé aux Congolais. Vous allez vous rendre compte qu'après chaque élection, c'est autant de conflits qui surgissent. Et des conflits à vie. J'ai pitié de, par exemple, Corneille Nangaa. Tout le monde pense qu'il a échoué parce que Corneille Nangaa n'a pas voulu qu'il passe. Par exemple, le gars a ses faiblesses et ses trames. Je vous donne un cas très banal. Vous allez aux élections. J'étais candidat sénateur. Ceux qui sont passés, 3 ont fait 4-4. Moi, j'ai fait 3 voix, je veux dire. Et puis, il y a un autre qui a fait 3 voix. Sur une liste PPRD, Kazadi Nyembwe, que vous connaissez, l'ancien AG de la NER et ambassadeur Angola. Il passe simplement parce qu'il est le plus âgé. Alors que, sûrement, du point de vue légitimité, il ne passerait pas. Qu'est-ce que l'on fait alors d'autres voix? Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas sénateur simplement parce que je suis moins âgé. Est-ce que vous comprenez déjà... Votre frustration, vous aurez pu être frustré. L'injustice de la loi. Parce qu'on organiserait un second tour, par exemple, je pense que je passerais sénateur. Et là, la loi serait juste. Vous comprenez un peu? Et c'est où? C'est siéger au niveau de cette instance étatique, le Sénat. Vous comprenez un peu comment on a banalisé la République par des législateurs qui concoctaient en fait les lois taillées sur mesure en fonction de telle ou telle... de leurs humeurs et en fonction de leur... Et c'était des aînés sûrement, c'était des vieux. Ils ne pouvaient jamais, par exemple, dire que dans ce cas, le plus fort, c'est le plus jeune. Un garçon de 88 qui affronte un aîné de 47. Et quand vous faites les mêmes nombres, qui est le plus fort? N'est-ce pas? C'est le plus jeune. Et donc, c'est tout ça qui doit être réglé, madame. Et c'est tout ça qui constitue des facteurs conflictogènes dans notre République. Et qu'il faille impérativement. Nous revenons dans le dossier de Fayulu. Je vous prends dans l'angle de juriste. Vous êtes juriste Constant Moutamba, maître Constant Moutamba. Qui a en fait convoqué Martin Fayulu? Le casier judiciaire, la police, le tribunal de paix? On ne comprend pas trop bien, il y a un flou autour de cette question. Qui a convoqué Martin Fayulu? Nous avons suivi, comme tout le monde, dans la presse, c'est la police. C'est la police qui l'avait, sur mon instruction du PG pris la cassation, invité, pas convoqué. Invité. Invité. En français, en droit, chaque mot a une importance. Donc, invité. Martin a été invité. Encore que nous, Nogec, que nous avons trouvé cette invitation comme inopportune. Parce que nous sommes dit, il y a déjà des velléités sérieuses, d'explosion, d'implosion interne. Alors, aujourd'hui, inviter Martin Fayulu, c'est faire sa publicité inutile.
inutilement et c'est de lui donner de l'importance parfois qu'il n'a pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peine une année et demie, Martin ne pouvait pas se le permettre. C'est comme Macron, hein. En France, à peine une année, Macron n'était pas connu. Tout à après, fait. Vous comprenez un peu. C'est la presse qui crée, les situations qui créent. À la différence de Macron, ici, c'est une coalition qui a décidé de le porter là. Donc petit à petit, d'ailleurs, chaque leader commence à vouloir reprendre son leadership. Donc en tout état de cause, même si vous laissiez cette structure-là, Moka comme telle, jusqu'en 2023, ils vont certainement se disloquer. Okay. Vous comprenez un peu. Et pourquoi vouloir... à un certain moment, je me suis dit, n'est-ce pas un jeu de Martin lui-même avec quelques agents de la police judiciaire? Il ne veut pas disparaître de la scène médiatique. Il concocte des plans. Un scénario mûrement. Mais ce gars-là, le gars qui a déposé la plainte, existe. C'est un certain monsieur Loufoulouabo, si je ne me trompe pas. Il existe et certaines langues disent qu'il est même de l'UNC, de Vital Kamerhe. Donc. Mais c'est tout à fait normal. Comment ça se passe? D'ailleurs, il n'avait même pas à déposer les ministères publics et le mettre l'action publique. Donc, l'émissaire public pouvait lui-même déjà se saisir de faits. Mais en droit, il y a ce qu'on appelle la question de l'opportunité de poursuite. Les faits peuvent être établis, mais c'est opportun de poursuivre ensuite. Aujourd'hui, est-ce que Martin, ne joue pas sur cette corde-là? Pourquoi appeler sa base ou de l'accompagner? Est-ce que chaque fois ça sera comme ça? Ce sont des erreurs que nous avons déployées par le passé. Vous comprenez? Nous sommes du FCC. Nous estimions qu'à l'époque, il y avait des actes judiciaires qu'il ne fallait pas poser contre telle ou telle politique au risque qu'elle n'ait pas lui donner de l'importance, de l'encenser inutilement. Et nous en sommes là. La crainte, donc tout ça, c'est la résurgence même de ce phénomène tribal et ethnique. Rassurez-vous, Martin y sort, il y a des troubadours qui vont sûrement, et des imposteurs, profiter de la situation. Pourrait-il être mis en résidence surveillée comme Étienne Tshisekedi à l'époque? On peut en arriver là à le mettre en résidence surveillée comme Étienne Tshisekedi? N'a pas l'étoffe du président Étienne Tshisekedi Lumumba. J'ai dit, Martin a été porté par une coalition. Contrairement au président Félix Etienne, qui lui-même dégageait... il avait un charisme fou. Un charisme vraiment emblématique, vous comprenez? Et que donc, on ne va pas en arriver là. Seulement, ce que je déplore aussi, c'est l'excès des ailes de Martin. Je crois qu'il confond les périodes. La campagne est déjà terminée. Hein. La campagne est terminée, mais en même temps, il veut un peu jouer l'Étienne Tshisekedi. Et pourquoi pas? Mais s'il est son modèle, s'il veut... Étienne Tshisekedi n'a... Oui, c'est ça. Étienne Tshisekedi n'a jamais disparu de la scène politique jusqu'à sa mort. Et pourquoi vous voulez que Martin disparaisse? Les contextes sont totalement différents. Il s'appuie même sur la base sociologique du Grand Bandundu, mais qui est totalement départagée entre mon aîné ici, Mouzito, entre quelques leaders du PALU qui sont autant nombreux, il y a Léoben Minakou, etc. Donc aujourd'hui, la base du Grand Bandundu est émiettée. Est-ce que vous comprenez? Donc les jours où l'autre Mouzito, parce qu'il faut aussi attendre, voudra lui aussi en fait postuler, parce que sûrement il pourra. 2023, c'est pas si loin. Hein. C'est pas si loin. Vous comprenez? Contrairement au Grand Kassai, qui est resté sociologiquement très loyal au président Étienne Tshisekedi Lumumba. C'est tout à fait différent. Alors moi je dis, il faut, vous savez, au-delà de tout, faire passer l'intérêt de la nation avant toute chose. Et c'est là l'intérêt de la redéfinition de l'identité congolaise. Et ça nécessite du courage. Et nous devons dire la vérité. Demain, si par exemple Martin persiste, pourrait-il être arrêté? Et qu'il y a justement... Débordement... Et qu'il y a mort, surtout des Kassaïens. Vous pouvez retenir ce que je suis en train de dire. Il y aura une riposte sanglante que vous ne maîtriserez pas et que la justice ne maîtrisera pas. Et donc ce ne sera pas la justice, ce sera maintenant une guerre ethnique ici à Kinshasa que personne ne maîtrisera. Et ça, c'est Martin qui en portera la responsabilité.
je suis très clair parce que je ne pense pas que les Kassaïens vont encore se laisser faire comme ce fut le cas en 1990-12. Ça ne sera pas le cas comme ça a été le cas même au lendemain des élections. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des Kassaïens qui soutiennent Martin Fayulu? Non, mais s'ils sont, mais ce ne sont pas des leaders. J'ai dit la politique. Non, dans la base. Dans la base, est-ce qu'il n'y a pas des Kassaïens qui soutiennent Martin Fayulu? Il n'y en a pas assez. S'il y en a, il n'y en a pas assez. S'il y en a, je dis, il n'y en a pas assez. Vous comprenez? Ce qui est normal, je vous expliquais que la politique est sociologique. Et de ce point de vue, je vais rappeler la nécessité pour les Congolais et Congolais à se rassembler autour d'une table pour pouvoir, en ce moment-là, se regarder en face, redéfinir l'identité et changer le système démocratique congolais. Moi, je ne voudrais plus qu'il y ait élection de cette façon en 2023. Ça va continuer à diviser et un jour, les ennemis de la République profiteront de nos faiblesses internes pour pouvoir... Freddy, accorde-moi je voudrais en venir là, accorde-moi une minute pour cette question. Est-ce que, c'est une question que j'avais d'ailleurs tweetée, est-ce que la balkanisation de cœur est déjà là par rapport à la balkanisation du sol? Tout à fait. Tout à fait. Les Congolais sont-ils déjà... C'est vraiment ça le terme. Nous sommes déjà balkanisés. Dans le cœur. Dans le cœur. Totalement balkanisés. Il suffit de voir simplement les guerres ethniques qu'il y a. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Il suffit, tel dit non, Kinshasa c'est pour les Bas-Congo. Tel non... Le Kasaï c'est pour les Balouba, le Katanga c'est pour... Vous comprenez. Par exemple, j'aurais dû être DGI de l'ONATRA après le départ de Moukoko. Mais c'est qu'on m'oppose, je ne suis pas du Bas-Congo. On dit non, Constant est Kassaïen, donc il ne peut pas être DGI. La géopolitique, ça c'est pas le tribunal, c'est la géopolitique. Mais c'est tout ça qui divise les Congolais. Mais c'est aussi tout ça qui fait perdre au Congo l'essence de la nation. Vous voyez, et voilà pourquoi il est plus que nécessaire aujourd'hui des pouvoirs, je veux dire, peut-être modifier, réviser, mais pourquoi pas changer. Changer carrément. Moi, je propose, avec mon GEC d'ailleurs, une dictature démocratique. Il faut arriver à démocratiser une dictature. On supprime cette marmaille de partis. Je suis partisan de ceux qui pensent que FCC en soi doit devenir un parti politique. La Mouka en soi, tout à fait. Nous tous, trois partis politiques, on s'arrête là. Nous tous, la Mouka, PPRD, AFDC, nous devenons des branches, des courants au sein du parti politique FCC. Vous avez raison à l'époque de souhaiter que trois partis. Parce que là, il y a un désordre, madame. Est-ce que vous savez que depuis le président Félix est là, par exemple, nous sommes dans l'état tâtonnement. Nous allons parler d'un de ces 100 jours. Nous allons à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, où la présidente, Janine Mabunda, a inspecté ses services, et où Mike Kalombaï, pardon, j'ai dit Mike Kalombaï, bon, coucou à toi Mike Kalombaï, qui est un grand chantre, mais c'est Mike Moukebaï, le député provincial, qui a réagi pendant la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La présidente de l'Assemblée nationale a débuté sa journée de ce mardi avec une tournée d'inspection des différents services de l'administration de la Chambre des députés. Du bureau d'études à la documentation en passant par la direction des séances, mais aussi celle de médico-social et la direction de matériel. Janine Mabunda a palpé du doigt la réalité de travail de ses administrés. Hier lundi, elle a accordé dans la soirée une série d'audiences à quelques députés nationaux. Médard Aouchaï salue l'avènement de Janine Mabunda à la tête du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Nous avons très bien parlé, surtout il est de mon parti, le PPRD. J'étais très content, je lui ai donné beaucoup de conseils. Et elle a pris à cœur tous les conseils que je venais de lui faire. Je crois que notre Parlement, notre Assemblée nationale a eu la chance d'avoir une dame intelligente, moralement top, une dame de fer qui travaille très bien, qui a l'amour de ce pays, l'amour de la démocratie et l'amour de la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui travaille, nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Dans la journée, Janine Mabunda avait présidé la première réunion du bureau définitif. Oui, une interpellation de mon collègue Didier Tengue-Telito. Au passage, je lui dis bravo. Il a posé un acte courageux
il est tombé sur des documents, après investigation, qui démontrent que la ville est surendettée et que ces fonds obtenus auprès des banques n'ont servi qu'à l'enrichissement des individus, des membres du gouvernement. C'est comme ça qu'il a pensé interpeller le principal responsable, qui est le ministre des Finances. Et vous avez suivi vous-même les débats. Plus de 51 comptes fictifs. Ça, ce n'est pas Tengue qui le dit, mais ça s'est établi au terme des rapports parlementaires dès l'époque de la législature précédente. Endettement en termes de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars, nantissement, ce qui est d'ailleurs interdit, nantissement, donc il a gagé les recettes de la ville pour 2 ans et 3 ans. Ça signifie que notre législature à nous va commencer un travail sur un endettement lourd. Et imaginez-vous, nous avons besoin d'argent pour redresser cette ville et qu'on nous prive, nous, la possibilité, qu'on prive le prochain gouvernement provincial de la possibilité d'aller chercher des emprunts. C'est très grave. Nous l'avons interpellé. Il a présenté son exposé. Des questions lui ont été posées de la part des députés provinciaux. Nous attendons ces réponses dans 48 heures et l'Assemblée plénière prendra ses responsabilités, tirera toutes les conséquences. Constant Mutamba, vous avez suivi Mike Mukebai par rapport à la question orale au ministre provincial des Finances. Mais avant d'y aller, on ne peut ne pas en parler. Quand vous êtes là, vous êtes de la coalition Cash FCC. Les 100 jours du président de la République, votre bilan, est-ce qu'il a bien amorcé ces 100 jours pour vous, sur 10, combien déjà pour ces 100 jours? D'abord, il est prématuré de pouvoir juger fondamentalement son bilan à ce stade. Non, mais son programme de 100 jours, ou c'est 100 jours en fait. Ça se fait, hein. On n'avait pas inventé la roue. Hein. Pourquoi chaque fois pour le président, nous l'avons fait pour le président Kabila, ça c'est une mauvaise excuse, nous l'avons fait pour le président Kabila, les 100 jours de président Kabila. J'étais ici sur ce plateau, j'avais reçu quelqu'un qui avait parlé des 100 jours de Kabila. Pourquoi quand ça devient pour Félix Tshisekedi, vous trouvez comme excuse, vous ne devez pas le juger pour 100 jours? Les 100 jours sont presque une coutume dans le monde entier. On parle de 100 jours du chef de l'État. Ça se fait ailleurs. N'inventons pas la roue, ne nous excusons pas. Un bilan pour le 100 jours du chef de l'État. Je n'ai pas dit ça. Je vous en prie. Parce que je ne suis pas son porte-parole pour venir vous n'avez pas un vide décliner. Donc, il y a un 100 jours, le président, c'est depuis le mois de janvier. Alors, en tant qu'observateur, les 100 jours du chef de l'État. En tant qu'acteur politique de la République, nous, NOJEC, notre position est claire. Que le problème du Congo réside dans sa place politique. Je crois que j'ai épinglé un certain nombre de questions qui appellent à des solutions urgentes. Et la solution la plus idoine pour nous, c'est mettre toute cette classe politique de côté. En tout cas, 95%. Vous voulez que le prochain gouvernement, par exemple, soit politique. Et pour nous, NOJEC, de nouvelles têtes. Pour nous, NOJEC, toute cette classe politique doit être mise en résidence surveillée. C'est ça notre position. C'est votre coalition, hein? Je dis non, mais la coalition, mais la coalition n'a pas que des vieux. Il y a aussi des jeunes. Donc, Constant Mutamba, c'est vrai que Jali Mabunda, déjà lors de son investiture, a parlé du gouvernement. Vous estimez, Constant, vous estimez que pour ce prochain gouvernement, il y a des nouvelles têtes? Nous sommes extrémistes. Je suis en train d'insister. 1, nous optons pour la dictature démocratique. 2, nous optons pour la mise en résidence surveillée de ceux qui avaient géré depuis 60, mais sur la base des détournements, de corruption, de gabegie financière et autres. Dans cette classe politique, il n'y a pas que de mauvais. C'est pour ça que nous avons parlé des 95%. Parce que nous avons un problème réel dans ce pays. C'est un problème des collaborateurs, madame. Et le président Félix, qui prend le pouvoir, n'échappe pas à la règle, n'échappe pas au problème.
Parce que ce sont les mêmes qui tiennent encore pratiquement les rênes toutes les institutions, du système. Tous les systèmes du pays. Pour vous, cette phrase de déboulonner, il a un sens quand le chef de l'État parlait de déboulonner le système? Ça dépend de quelle manière il a abordé. Nous avons toujours parlé du renouvellement. Nous employons les mots renouveler. Il faut renouveler la classe politique. Et donc, vous verrez que tout ce que... Et retenez ce que je suis en train de dire. Si le président Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila, honoraire, je veux dire, ne se mettent pas d'accord sur la nécessité de renouveler, madame, les institutions de la République, nous allons continuer à tourner à rond autour du pot. Le pays va continuer en fait à piétiner. Vous comprenez? Et ça, malheureusement, c'est au détriment du Congolais. C'est vrai, vous parlez du renouvellement de la classe politique. Nous pensons que... Est-ce que vous êtes sûr que c'est... prématuré pour Permettez-moi de poser la question. Oui, c'est vrai. Le président Félix Tshisekedi sur la base de ces agrégats qui ne lui sont pas du tout favorables. Vous parlez du renouvellement de la classe politique. Est-ce que vous êtes sûr que ces jeunes ont les mains propres aussi? Parce que quand on voit les comportements de certains jeunes... Une très bonne question. On se dit, il y en a qui disent, moi je préfère encore un vieux qui a les mains propres qu'un jeune qui a les mains déjà salies par des détournements. Il y en a plein de jeunes qui n'ont pas les mains propres. Le renouvellement de la classe politique, cheval de bataille de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, que nous dirigeons, madame, tient du fait des usages, tout d'abord. Je dis bien des usages, de pratiques de gestion anciennes qui doivent cesser et laisser la place aux nouvelles pratiques de gestion, madame. Cette pratique de gestion qui vont s'arc-bouter sur, entre autres, la lutte contre l'impunité. Je suis très content quand je vois des interpellations par-ci, par-là. Mais encore faudra-t-il que ces interpellations aboutissent à des arrestations. Moi, j'aurais bien voulu, madame, que nous puissions voir des anciens ministres, des anciens PDG. Mais Mike, à l'Assemblée provinciale, par exemple, on est en train d'interpeller le ministre provincial des Finances, mais on ne sait pas si ça sera arrêté. Arrêtez, madame. Arrêtez, mise en prison. Vous verrez que ça va être... Ça va donner de la leçon à ceux qui vont venir par la suite. Mais lorsque un ministre arrive, un mandataire arrive, il détourne comme il veut, au détriment de la grande masse, et tout ce qu'on sait faire parfois, c'est de le remplacer, même pas les révoquer, mais de les remplacer. Que voulez-vous d'autre? Et donc on a, aujourd'hui, on a institutionnalisé les antivaleurs, madame, que l'on a apprises malheureusement depuis l'école. Je vous ai parlé de ça. On apprend en fait à tricher à l'école, et quand on devient ministre, on triche, et ça devient normal. Et c'est par contre celui qui ne triche pas, qui est anormal, qui est fou. On dit Otala o Zoba Zoba, Azayuma, hein, c'est lui qui n'est pas dans Azayuma. Donc Yankee, Nemutu Oyo, qui se met tout de même à marcher sur les valeurs républicaines, madame. Voilà pourquoi nous disons, et ça, nous sommes très clairs. Donc le renouvellement, c'est pas par rapport à l'âge, pour être plus pratique, c'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport aux usages, par rapport aux pratiques de gestion. Quelqu'un qui a déjà les mains sales, mais aussi on les met de côté. Mais parce que c'est bivolaire, madame, la jeunesse aussi compte. Un aîné des 70 ans, 75 ans, pour la plupart, écoutez, il pense à sa retraite politique. Il n'a plus d'ambition. J'aime bien mon coordonnateur Némi Mulania, le professeur Némi Mulania. Un jour, il me disait, Constant, un pays qui n'a plus des gestionnaires ambitieux est voué à disparaître. Ça veut dire quoi? Il voulait simplement dire qu'un pays dont la gestion est tenue essentiellement... La géroncratie. Tout à fait. Un peu par la géroncratie. Ces pays... en fait, ne va pas décoller. L'avantage de la jeunesse est que la jeunesse rêve de faire mieux. De nouvelles idées. À des nouveaux projets. Il veut absolument imprimer une marque. Il veut absolument faire mieux que ceux qui étaient là. La télé, c'est le temps. Je crois que le message est déjà passé. Alors voilà pourquoi nous insistons aussi sur les âges. Il faut que l'on tienne compte de la vigueur de la jeunesse dans la gestion. Voilà pourquoi nous disons, au-delà
du fait qu'il y a des jeunes qui ont malheureusement été piètres figures dans la gestion de la chose publique. Mais qu'on le mette aussi de côté. Nous allons terminer par cette... note triste un tout petit peu. Nous allons parler... On n'a pas commenté sur l'interpellation des Guy Matondo, des ministres. Un petit mot, parce que nous courons derrière le temps. C'est vrai que vous avez déjà parlé de l'impunité. Non, j'exclus, mais voudrais que ça s'étende, madame. Ça ne devrait pas s'arrêter là. Ça s'étend, et pourquoi pas au niveau du gouvernement. Vous avez déjà glissé... ça doit s'étendre, et au-delà de cette interpellation, mais qu'on apprenne demain que les messieurs ont été arrêtés, mis en prison. Nous allons terminer par cette note triste, mesdames et messieurs, vous le savez, un des grands est parti, Simaro Lutumba a été inhumé ce dimanche, son corps est arrivé cette semaine, donc nous allons en parler, et nous allons parler aussi de Chalupa, qui est un politique quand même, connu en République démocratique du Congo. Il y avait une messe d'action de grâce en sa faveur. La célébration de cette messe marque le 40e jour depuis le décès de Jacques-Pierre Chalupa. Voilà pourquoi l'officiant a, dans son homélie tirée de l'évangile de Marc 16, exhorté la famille politique et biologique à immortaliser les actions du député honoraire. Prenant la parole, la veuve Chalupa n'a pas retenu ses larmes pour expliquer la lutte de son ex-mari. Pour Prince Epenge, président de l'ADD Congo, Jacques Chalupa continuera à vivre à travers les partis. Chalupa a donné sa vie pour le Congo. C'est une des principales victimes du régime Kabila. Nous, de son parti, principalement moi, Prince Epenge, qui est à la tête de son parti, aux côtés de tous les combattants de la liberté, tous les résistants, nous allons faire en sorte que Fayulu, plutôt Chalupa, les idées qu'il a incarnées puissent se matérialiser. Et Martin Fayulu, candidat malheureux à la dernière présidentielle qui a assisté à cette messe, Chalupa est parti si tôt. Un combattant, un compatriote et quelqu'un qui a souffert, je dis bien souffert pour la démocratie dans ces pays, pour la libération de ces pays. Il a fait la prison, il a été maltraité pour que ce pays soit libéré. Notons que Jacques-Pierre Chalupa est l'un des cofondateurs de la dynamique de l'opposition. C'est ça, c'est ça. Le Palais du Peuple, le bâtiment, offre depuis quelque temps son hospitalité à l'organisation des obsèques de différentes personnalités de la République. Ce jeudi, c'est l'honneur que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a tenu à offrir au monument de la musique congolaise, Lutumba Simaro. À ses côtés, le premier vice-président de la Chambre des députés, Jean-Marc Kabunda Kabund. Une présence qui démontre l'estime que la Chambre basse du Parlement a pour l'illustre disparu. Le corps du poète sera exposé ici en la salle des spectacles du Palais du Peuple. Le programme prévoit l'arrivée de plusieurs personnalités ce samedi et dimanche. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pourrait faire le déplacement ce dimanche pour le lieu du deuil. Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République, à qui Lutumba Ndomanueno avait offert sa guitare de son vivant, pourrait aussi venir s'incliner devant la dépouille du poète et peintre de société Simaro. Constant Mutamba, Simaro Massia, va reposer désormais dans la terre de ses ancêtres. Un internaute m'a dit de poser cette question parce que j'avais déjà posté que je vous recevais. On a l'impression, vrai ou fausse, Constant Mutamba, que l'on sublime un peu trop les artistes musiciens. Et pourtant, la culture est vaste. Cette semaine, ou ce mois-ci, nous avons perdu aussi un grand, Alfred Liolo. Mais on s'est rendu compte que pour lui, ça a été vraiment pas du tout médiatisé.
le chef de l'État s'y est pas rendu. Pourquoi? Et pourtant, Alfred Liolo a aussi été ambassadeur de la culture de notre pays dans le domaine de la sculpture. Pourquoi ce deux poids deux mesures entre les artistes musiciens et un artiste sculpteur? C'est aussi un artiste mais qui est sculpteur. Pourquoi mettre toujours l'accent sur les artistes musiciens? Voilà, la classe politique. Voilà pourquoi, je le dis, c'est une mentalité qui a été imprimée par une classe politique vieillissante, qui pense pouvoir se pérenniser sur la base des antivaleurs. C'est cela le problème, madame. Vous allez loin, au-delà de Maître Liolo, mais on a perdu des monuments politiques. Des scientifiques aussi, dans ce pays. Des juristes que nous avons perdus. Des professeurs. Mais jamais on a fait autant d'honneur en leur mémoire. Je n'ai rien contre les musiciens, mais surtout pas, d'ailleurs, devant la mémoire de qui je m'incline. Aussi Marot. Il a été impeccable. Il chantait, il composait des chansons éducatives. D'ailleurs, qui devrait interpeller l'actuelle génération. J'aurais bien voulu, moi, voir des musiciens comme les Sud-Africains, la Kitoubé, les Bob Marley et tout. Mais où sont-ils? Les musiciens engagés, en fait. C'est ça le terme. Les musiciens engagés. Comme les grands Calais. Nous avons perdu ça. Maintenant, c'est... Bon, c'est vraiment la on a banalisé la République, madame. Pour la plupart, d'abord, ils ne veulent pas étudier. Ils n'étudient pas, ils n'ont pas de niveau. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ils sont donc en train de véhiculer ce manque des cultures. Tout ce qu'ils apprennent, en fait, c'est l'amour, c'est comment se toucher, etc. Et voilà pourquoi ils sont aussi populaires dans la jeunesse. J'aurais bien voulu, madame, que naissent ou renaissent des musiciens comme ceux que je viens de citer ici. Le pays en a besoin. Voilà. Les musiciens congolais ne contribuent plus, madame, à la promotion des valeurs. Dans l'émergence même de notre pays. Émergence de la République. Ils s'enrichissent eux, mais bon. Par contre, ils contribuent énormément à la destruction et à l'inversion de valeurs. Et au vu et au su de tous, on parle des censeurs. Il y aurait, je ne sais pas moi, un comité de censeurs. Écoutez, quel est son rôle? L'impunité. Nous sommes à la fin. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à la NOJEC. Nous, NOJEC, nous disons qu'il faut impérativement donner la chance à des nouvelles personnes. Nous sommes en train d'atterrir, Constant Moutamba. Une question quand même. Désormais, lorsque des artistes sculpteurs comme Liolo puisse les honorer autant que les artistes musiciens. Nous sommes en train d'atterrir vraiment une question de curiosité. Frédéric Ipimo, une minute. Vous vous habillez maintenant comme le président honoraire. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, c'est pas président honoraire, c'est ancien président. Pourquoi vous utilisez honoraire, pas ancien? Bon, c'est le français, on ne sait pas trop. Vous avez maintenant adopté le même look, le même style, safari, couleur vert, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous avons toujours mené une lutte de conviction. C'est depuis très longtemps que les gens posent souvent la question pourquoi laisse-t-il pousser ses cheveux, tout ça. Mais ça, c'est le style de Joseph Kabila. Des convictions. Nous avons laissé cheveux depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Hein, nous étions encore au collège. Et après, on s'est rendu compte que le président Kabila répondait pratiquement à ses convictions. Et nous avons décidé de pouvoir l'accompagner dans cet élan de la révolution. Je viens de vous dire, la République démocratique du Congo a besoin d'une révolution abyssale sur tout le plan, qui commence, madame, par son système politique. Il faut mettre fin à la démocratie à l'occidentale et revenir sur la dictature démocratique qui ne sera pas celle de la Deuxième République. Nous disons également qu'il faut fondamentalement, à notre point de vue, que les jeunes soient prêts à pouvoir affronter cette révolution de mentalité. Il faut refaire l'homme congolais.
Et donc, il faut de la révolution. C'est de cette seule façon que nous parviendrons à Merci, merci Maître Constant Moutamba d'être passé à la barre. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Merci aussi par rapport à ce prix d'Élysée Odia. Je ne manquerai pas l'occasion de remercier une fois de plus le président Gabriel Chabani, parce que c'est grâce vraiment à Gabriel Chabani que nous avons des émissions pareilles à Congo Web Télévision où il n'y a aucune vraiment pression, aucune censure. Nous posons les questions qu'il faut poser. Merci à vous, Gilbert Biladi, pour l'encadrement. Merci encore une fois. En tout cas, je jette les fleurs à cette consoeur Élysée Odia, parce qu'on l'a vu cheminer, on l'a vu commencer, on le voit cheminer. Et je pense que d'ici quelques années, elle sera classée, ou elle est déjà classée, parmi le top 50 des grands journalistes de la République démocratique du Congo. Merci donc à vous, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.